Vous auriez peut-être une formule secrète pour la réussite? Quelle est la formule magique? Non, la formule magique que nous avons, c'est une alchimie, hein. Et cette alchimie de ce paradoxe, elle doit réussir, c'est-à-dire que trop de puissance tue la désirabilité à un moment. Et là, votre marque en prend un gros coup. Mais de l'autre côté, trop d'exclusivité va empêcher la diffusion du désir. Donc c'est un équilibre permanent, c'est une magie qu'il faut trouver. Vous avez vu ce film, c'est de l'émotion, c'est les racines de quartier, c'est l'ADN, c'est toutes les influences géographiques. Il n'y a pas un mot qui est dit. Il y a eu quand même 70 millions de passages sur YouTube avec ce film. Donc c'est de la puissance aussi. Donc c'est ce qu'il faut essayer de réussir, c'est cette alchimie. Et quand on y arrive, c'est vrai que les résultats sont phénoménaux. Bon ben, merci Bernard. Merci beaucoup. Alors, on sait que vous aimez beaucoup la cuisine. On va vous applaudir bien fort. Et entre-temps, on va rejoindre Yannick au piano. On est Bernard. Je vous en prie. Voilà. Ils ne se connaissent pas. Hein. Non, on ne se connaît pas. Non. Non. Bernard est un gourmand et c'est vrai que j'ai la chance de l'avoir comme ami et comme client. Et je voudrais vous présenter aujourd'hui une petite recette qui passe par l'innovation puisque c'est le poulet à la bouteille que ma grand-mère a fait. Pourquoi et comment? Parce que après-guerre, elle était en Lozère, 1200 mètres d'altitude, très peu de vie autour de ça. Et puis mon grand-père qui buvait pas mal de Bordeaux avait plus de bouteilles en réserve que de boîtes de conserve. Donc elle a eu l'idée de faire des conserves à la bouteille. Et donc le poulet à la bouteille, elle désossait sa volaille, elle récupérait bien la peau avec des aiguilles à tricoter. Elle les glissait contre la paroi interne de la bouteille. La farce était faite avec la chair. Elle stérilisait. Et quand on arrivait l'été en vacances, avec un diamant de vitrier, elle coupait le cul de la bouteille. Donc j'ai voulu lui rendre hommage avec cette bouteille. Et moi j'avais une question pour Bernard. Je voulais savoir, est-ce qu'on travaille beaucoup sur les sauces modernes avec de nouvelles technologies, un nouveau regard? Est-ce que dans votre activité, l'innovation est nécessaire dans le luxe? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que les nouvelles technologies vous apportent énormément de choses dans votre avancée? Oui et non. Oui et non. On a toute une partie sans nouvelles technologies, c'est-à-dire on va peut-être mélanger des matières, on va avoir un style qu'on va démultiplier, on va innover donc avec des nouveaux produits, etc. Donc là, sans nouvelles technologies, mais notamment dans le domaine de l'horlogerie, on va être très innovateur. Là, par des nouveaux alliages, par des nouvelles complications, par des nouvelles manières de fabriquer qui vont amener de la durabilité, de la flexibilité, de la réactivité lorsque l'on fabrique. Donc oui, c'est un mélange des deux, hein, et particulièrement en horlogerie. Je dirais qu'en joaillerie, on est plus traditionnel, c'est des savoir-faire plus traditionnels, donc l'innovation est plus dans le design et plus dans le coup de crayon de nos créatifs que dans l'innovation technique. D'accord, donc si on veut vraiment conquérir un marché, on a vraiment besoin d'être en avance, d'être devant tout le monde et pour vraiment faire une vraie différence. Le manager du désir que nous sommes doit passer par une innovation forcenée et une créativité sans limite. C'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. C'est ce qui nous rapproche. Voilà. Bon, allez, on va faire un peu de cuisine si vous en êtes d'accord. Donc le fameux poulet à la bouteille, donc... Voilà, le poulet cuisant, il délivre finalement ce qu'il a de meilleur. Et c'est finalement ça qui m'a donné l'idée de travailler sur des extractions, les sauces modernes. On en parlera peut-être un autre jour. Donc Bernard, je vais vous demander, s'il vous plaît, de passer toutes ces petites garnitures à disposer sur le coin gauche de l'assiette. Un petit champignon par-ci par-là, quelques échalotes sur lesquelles vous allez, s'il vous plaît, glisser un morceau de poivre sur chaque. Pendant ce temps-là, je vais couper ma terrine, ma galantine. Promis, on ne montre rien à personne. Non, on dit rien. On dirait. Bah tiens, tu as des petites écorces d'orange, des herbes. Il faut être un peu poétique. Ça, c'est formidable quand on arrivait l'été, on attendait ça, donc elle faisait les haricots verts, les sauces tomates. Mettez tout en bouteille. C'est devenu sa grande phobie. Il est où le poulet? Le poulet, il est là. Ouais, c'est une petite galantine faite de foie gras, d'éléments très luxueux. Parce que je savais qui on recevait quand même. Je me suis appliqué. Je me suis dit, il va falloir qu'on fasse un effort. Puis il a un coup de fourchette et un palais remarquable. Donc, des petites trompettes de la mort au vinaigre.
Ouais, c'est magnifique. Mettre la petite gelée, parce que finalement c'est ça le meilleur dans la terrine, c'est ce qui se passe dans le fond. Si un jour vous voulez arrêter Cartier et Richemont, je vous embauche en direct. C'est vrai. Voilà. Donc tu as inventé une bouteille. Alors on a fait effectivement une bouteille sur mesure. Évidemment, en temps de service, il est très difficile de couper devant le client comme ça au diamant. Même pour nous, pour farcir, c'était plus compliqué. Donc j'ai fait réaliser sur mesure une petite bouteille, comme celle-ci, très pratique à travailler, à stériliser. Et donc ça nous permet de vraiment mettre en avant cette idée. La scénarisation en restaurant est aussi très importante et le service, évidemment, qui va avec, l'histoire qu'on raconte, permet de faire voyager, j'ai vu ce formidable film, dans un univers qui est celui du restaurant ou celui de la haute joaillerie. On peut goûter? Ah bah, il faut goûter, absolument. Bernard, il faut les goûter. Est-ce qu'on a des couverts? Ah, les couverts, on va demander les couverts. Là, je sais pas si dans là, j'ai un truc. Ça, c'est une surprise. Ah ouais. On cherche des couverts, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, ils arrivent. Bon, en attendant, je voulais faire une petite surprise. Alors, Bernard, vous avez parlé de boîte rouge. Regardez ce qu'on a mijoté avec Yannick. Un écrin. Je prie m'excuser, un écrin rouge. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Ouais, non, c'est pas des bijoux. Hein. Donc, voilà. Tiens. Allez, vos équipes ont été très réactives et quand je lui ai dit, on leur a dit que vous étiez fan du poulet à la bouteille, et ils m'ont dit évidemment on va lui faire un petit écrin pour qu'il range sa petite terrine. Voilà. Donc elle est là, elle est signée, elle sera farcie parce que je vais vous en donner une de Paris. Elle est vite parce que évidemment on va respecter la chaîne de froid, mais vous l'aurez en venant visiter à Paris. Mais voilà, ça prend tout de suite une autre gueule, hein, franchement. C'est super. Merci beaucoup. Bon. Merci à tous les deux. Allez, on goûte et on passe au suivant. Je vais mettre là. Bien, alors nous attendons toujours les couverts. Frédéric, en attendant. Ils sont arrivés, ça y est? Alors nous allons pouvoir goûter, vous allez pouvoir goûter. Il manque un petit verre de cornasse ou quelque chose comme ça, Frédéric. Franchement, on est mal reçu. Hein. On ne boit pas au travail. Ah bon? Bah nous aussi. Je fais la découpe. Hein. Tiens. On est en anémie. Putain, tu discutes. Alors, hein? Le verdict pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Bon, bah, on va essayer de faire goûter les gens qui sont dans la salle. Hein. Je vais couper le reste. Ça va être très très bon. Mais bravo. Merci. À tous les deux. Mais je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Vous pouvez garder le tablier si vous voulez. Bien. Ok, merci. La suite, Frédéric, c'est vous le chef. Exactement. Donc, je vous suis. Exactement. Bernard, n'oubliez pas votre étui. Votre bassin. Merci. Oui. Alors, plateau suivant, tant que M. Fornas enlève son tablier et prenne sa boîte, je vais donc appeler Clément Vachon, qui est donc le directeur de la communication de San Pellegrino, qui est, comme vous le savez, au-delà d'être notre partenaire principal. Bonjour Clément. Et surtout, San Pellegrino, qui est une entreprise qui soutient énormément la cuisine. Et donc, la question que je vais te poser simplement, Clément, rapidement, c'est que fait San Pellegrino pour accompagner le futur de la cuisine? Évidemment, ah voilà. Donc bonsoir, buonasera. Donc évidemment, arriver après Richemont et Yannick Aleno, c'est pas évident. Je vais essayer de faire pour mon mieux. Ça a l'air très bon, Yannick, hein, merci. Et donc, ce que nous faisons, nous, pour développer la culture, comme San Pellegrino, de la culture de la gastronomie mondiale, c'est tout simplement un nouveau projet qu'on a développé cette année et qui s'appelle le San Pellegrino Young Chef 2015, qui est un projet que nous avons créé en fin d'année dernière et que nous allons maintenant lancer et qui se développe en différentes étapes. Alors, en quoi consiste ce projet? Alors, le projet est tout simplement, l'idée de base, c'est que nous avons très certainement beaucoup célébré la gastronomie mondiale, que ce soit avec Michelin, 50 Best, Goemio ou autres. Et cette nouvelle idée qui m'a été inspirée par, entre autres, M. Gaston Nercoreux, qui était là tout à l'heure, c'était tout simplement de regarder pour construire le futur. Donc, non plus célébrer les grands chefs, mais avec les grands chefs, chercher les talents. C'est un projet de talent scouting mondial et planétaire.
Ça consiste en quoi? C'est plutôt simple. On y travaille avec tous nos bureaux d'un point de vue global. Tout le monde est impliqué là-dedans. On est sur 135 pays. On a développé la planète sur 20 régions. Sur chaque région, on a fait une annonce sur Fine Dining Lovers, qui est un média mondial dont on parlait ce matin là, du web. Donc, tout a été fait sur le web. Et on a demandé aux jeunes chefs de nous raconter qui ils étaient. Ils devaient avoir moins de 30 ans et ils devaient répondre à 5 règles différentes. Alors, quelles sont ces règles? Les règles, c'est plutôt simple. Donc, avant tout, comme on a vu tout à l'heure, savoir choisir les ingrédients, savoir les apprêter, avoir le génie de créer une recette qui soit extraordinaire, la beauté, la bonté. Et la 5e, c'est le message. C'est très intéressant qu'on parle de ça parce que justement, avec Yannick Alléno, c'était quoi son message? Sa mère, son père, son histoire, une bouteille, une gelée de poulet. Voilà, après 40 ans probablement, il retourne à nous raconter cette histoire qui nous fait rêver. C'est un petit peu ça le futur de la gastronomie, si je peux dire. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas donner, vous allez donner aux vainqueurs? Vous avez beaucoup de choses. Alors, c'est assez étonnant. Ce n'est pas un prix en argent, évidemment. L'idée, c'est de faire du scouting avec des grands chefs pour trouver des talents. Donc, la grande récompense, c'est la visibilité. Donc, on a divisé le monde en 20 planètes, en 20 régions. On aura donc 10 jeunes chefs par région, ce qui est la 2e étape que nous sommes en train de faire actuellement. Nous avons publié sur Fine Dining Lovers les 10 jeunes chefs par région pour un total de 200. Nous avons pour chaque pays un mentor. Nous avons ici pour la France Jean-François Piège, par exemple, qui est là, j'espère, je lui dis bonjour Jean-François. C'est la magie du summit. Si on appelle Jean-François Piège, il doit bien être quelque part. Là, OK, voilà. Bonjour Jean-François. Et on a comme ça, ouais, il est là. Ah, voilà. Oui, bon. Alors, ça, c'est la magie. On est donc arrivé à la 3e étape. On a maintenant nos 200 noms, on a 200 recettes et on a 200 messages. Et il y a des messages qui sont fort intéressants, mais l'un des messages qui tombe en premier, c'est un mot dans lequel j'ai parlé avec Jean-François aujourd'hui qui s'appelle territoire. Et je me permettrai maintenant, vu que Jean-François est là, de nous demander pour lui la signification du mot territoire. Bonjour à tous. Mais territoire, avec Clément, on avait évoqué ça parce qu'effectivement, c'est la réunion de ce qui est très cher, c'est ce que la nature nous délivre, le terroir, mais c'est ce que les hommes en font. Donc c'est la conjonction de l'endroit où l'on est avec ce que les hommes en font. Et je crois que la démarche qui est faite par Saint-Pays Gréno est intéressante parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transmission, on parle beaucoup d'aide, mais si nous, on peut, en apportant cette aide à des jeunes, mettre cette petite pierre à l'édifice qu'est la cuisine, eh bien c'est essentiel. Et la transmission, ça se fait aussi en transmettant l'amour du beau, du bon, mais c'est aussi en accompagnant, et donc accompagner des gens qui sont dans des brigades aujourd'hui à aider à s'élever, je trouve que c'est essentiel. Et je peux vous dire, quand la crainte qui était la mienne, quand j'ai dit oui à Clément, c'était de dire mais qui va participer? Parce que vous avez vu, il y a eu peu de communication, si ce n'est une communication que professionnelle. Mais quand on voit les noms des gens et les noms des maisons dans duquel ils évoluent aujourd'hui, je peux vous dire que ça donne envie. Et moi, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire parce que les intentions qui ont été déjà données sur le papier sont très très belles. Alors, on va voir comment ça va être transformé, mais déjà, ça donne très envie. Je remercie Jean-François qui était justement là aujourd'hui. Oui, donc, on en a parlé, j'en ai un petit peu profité. Donc, il y a beaucoup de messages qui sont en train de sortir qui sont extraordinaires. On avait un petit peu peur que ce soit peut-être négatif. Il y a la récession, il y a des problèmes sociaux. Et les mots qui sortent sont des mots comme nature, culture, environnement, tradition, respect. C'est absolument extraordinaire. Donc, il y aura certainement des choses intéressantes à voir. Qu'est-ce qui va se passer après? On arrive maintenant à la 3e étape. Donc, Jean-François, pour la France, comme directeur du jury, va, avec 2 autres chefs, choisir le candidat français qui sera avec les 19 autres présents à Expo 2015 au pavillon italien le 26 et le 27 où on fera l'élection du meilleur jeune chef de la planète. Voilà, en respect des cultures locales, mais avec un esprit global. Alors, qui seront les fameux jurys alors Oui, alors là, plus on en a, plus on en met. Donc, ce qu'on a fait, on a divisé la planète en 5 régions. Sur l'Europe, on a dû un petit peu élargir. Donc, on a entre Italie, France et Espagne, donc on aura comme super jury, donc Jean-François vient, représente la France. Il y a 20 autres candidats. Nos 7 jurys sont pour la France, M. Yannick Alléno, qui était là tout à l'heure. Oui, il est parti. Yannick, où est-ce qu'il est, Yannick, là-bas? Parti en cuisine, le voilà.
Donc Yannick, un deuxième grand chef français. Nous aurons pour l'Italie M. Voltura. Non mais tiens, j'ai un format digne de ce nom, si tu veux, tiens. Bon, c'est vraiment un projet d'amitié, c'est un projet de gastronomie, c'est pas un projet de partenariat. Nos grands chefs, nos grands jurys locaux, nationaux et globaux sont des gens avec lesquels on travaille, des gens qu'on aime. Je suis bien content que Yannick soit là. Donc Yannick va venir représenter la France. Nous allons descendre à Singapour pour déjà présenter son mois de mars et on va parler de quelque chose d'intéressant. C'est quoi, Yannick, qu'on va raconter là? Moi, j'avais envie de parler de racines, je suis très branché art contemporain. C'est quelque chose qui m'anime et qui m'inspire au quotidien, de par ma femme aussi, mais de par la passion que l'on partage tous les deux. Et j'ai vu une œuvre de David Ajmel au musée d'art moderne encore ce week-end dernier. Et tout ça nous transporte vers quelque chose de très cohérent finalement. Les artistes nous projettent sur une vision de leur monde. Et je crois que finalement, l'avenir va se situer dans une définition d'un nouveau monde, mais axé aussi sur quelque chose que l'on ressent profondément. Donc je pense que le racinaire a une importance importante à jouer dans notre souci de créativité. Donc on va essayer de raconter tout ça, essayer de raconter un peu aussi les choses qui nous ont guidés. Moi, je vais parler de sauce moderne, je vais parler d'une façon différente peut-être de les faire, de venir enrichir ce fameux répertoire qu'on nous a laissé. Et nous devons, je pense, être très conscients de cela et de venir amener un petit grain de sable qui fait les grandes histoires. Ok. Alors, il y a qui d'autre dans le jury? Tu as parlé de Massimo Bottura. Massimo Bottura, donc on a 3 Européens. Monsieur Rocca, on sort de l'Europe. Johan Rocca. Johan Rocca qui devait être là mais qui n'est pas pu venir. Non. On a Monsieur Arcurio pour l'Amérique latine, qui était justement ici en train de cuisiner. Et qui la mijote quelque chose. Qui la mijote pour ce soir, entre autres, qui cuisine pour à la mairie. On a Monsieur Rippert pour les Amériques. Monsieur Eric Rippert pour l'Amérique. Monsieur Rippert, Moyen-Orient et Afrique, une dame. Finalement, j'ai une femme. Voilà. Madame du quartier français. Donc, Madame Jensen. Pour arriver par la suite, je pense qu'il est peut-être déjà là aussi, sur l'Asie et l'Océanie. Celui qui nous a fait rêver ce matin, donc les grandes sources d'inspiration de l'Asie, M. Yoshihiro Narizawa, qui peut-être est encore là. Yoshihiro Narizawa, vous êtes là encore. Oui, le chef Narizawa est avec nous. Qui nous a fait rêver tout à l'heure. Il nous a fait rêver ce matin. Et donc, c'est lui qui va représenter ces 2 continents. Ils sont tous là, ils sont 7. Ce sont 7 grandes sources d'inspiration. C'est évident que San Pellegrino, sans eux, n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Donc, on va célébrer ça. Alors oui, pour célébrer ça, on va sabrer de la San Pellegrino. C'est pour ça qu'on voulait... Messieurs, je suis désolé. Vous avez dit d'autres choses, mais c'est très très bon pour la santé. Hein. Donc, on va sabrer avec un Magnum de San Pellegrino ce nouveau challenge du talent scouting. Donc, au futur de la gastronomie. Vous trouvez tout ça sur fdl.com et vous allez aussi assister aujourd'hui à partir de 17h à la naissance de FineDiningLovers.fr pour France, pour rendre hommage à la culture française, à sa cuisine et pour présenter au monde entier ce grand projet qui est Fine Dining Lovers, qui est la cuisine, qui est la France et qui est la table, l'amitié. Tous ensemble, à San Pellegrino. Merci. À la vôtre, messieurs. Si c'est ça que vous appelez boire, ça va, pendant le travail. Bon, vous allez faire une petite photo? Merci bien. Merci à vous. Et Frédéric, on arrive presque à la fin de cette journée, de cette belle journée riche, pleine de surprises. Alors, on a passé une journée, en fait, en trois grandes parties. La première, on s'est intéressé à la frugalité durable. On a vu un certain nombre d'experts qui nous ont montré qu'il existait des solutions, que ce soit par la gestion plus sereine, plus respectueuse de l'environnement, de la terre, des matières premières, par l'usage complet des produits, des déchets, etc. Et même des solutions technologiques pour améliorer les produits de moins bonne qualité. Parce que Bruno Gusso nous a transformé une viande assez triviale en morceaux de choix. Cet après-midi, nous sommes plus partis un peu plus loin dans le rêve, hein, avec le chef Narizawa. Nous sommes allés dans la poésie, contrebalancé avec cette espèce d'efficacité marketing redoutable d'un Coca-Cola. Également, finalement, des moments un peu précieux, un peu inattendus, comme le cardinal Barbarin, qui nous a rappelé qu'on ne nourrissait
pas que les corps, mais aussi les âmes. Et en fin d'après-midi, nous avons essayé de comprendre comment on pouvait emmener notre gastronomie, notre restauration au foyer, nos métiers du food service ailleurs. Et on a évidemment écouté les recettes de McDonald's pour réussir où que ce soit, enfin, garder une certaine qualité constante. Donc ça, c'est un peu la journée. Donc pour conclure cette journée, je vais juste appeler un des chefs les plus étoilés au monde, le premier à avoir eu 2 fois 3 étoiles, vous le connaissez tous, un immense chef. Je demande de bien vouloir accueillir Alain Ducasse. Bonsoir. Quel futur pour la fine cuisine? C'est le propos que je dois tenir ce soir. Le futur ne sera ni un rêve, ni un cauchemar. Il sera ce que nous en ferons. Il sera celui que nous commençons à construire aujourd'hui. Certes, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes sur la façon dont nous nourrirons demain. On l'a bien vu dans les débats et les témoignages qui se sont succédés aujourd'hui à cette tribune. Pourtant, au bout du compte, je suis convaincu que le futur de la cuisine est entre nos mains. C'est notre responsabilité, à nous, cuisiniers, de le façonner. Et pour cela, il faut regarder en face et lucidement les enjeux. Premier enjeu, allons-nous accepter de nous laisser progressivement stériliser par l'industrialisation et la standardisation du goût? Ou voulons-nous nous battre pour la diversité des goûts? Gaston Acurio pourrait en parler mieux que moi. Il y a des milliers de variétés de pommes de terre conservées au Centre international de Lima. Or, nous tous réunis aujourd'hui ici, je pense que nous n'utilisons probablement pas plus d'une dizaine, une douzaine de variétés. Je peux vous parler aussi du chocolat. Si j'ai ouvert ma propre manufacture de chocolat il y a 2 ans, c'est parce que j'en avais assez de goûter toujours les mêmes chocolats, les mêmes parfaits chocolats. Les miens, je les aime parce qu'ils sont toujours différents. Ils ne sont jamais parfaits, mais ils sont différents. Et je vais éviter de vous parler du café, un produit dans lequel la dictature du goût unique est déjà en marche. La réponse à la question goût unique ou variété des goûts, elle est entre nos mains. Si nous renonçons, nous aurons droit au goût unique. Si tous les jours, en passant mes commandes, je donne une chance à la variété, alors nous changerons la donne. Deuxième enjeu, qui est bien sûr lié au précédent. Global ou local? Personnellement, ma réponse est les deux. Il faut avoir une vision globale de la scène culinaire mondiale parce que c'est une réalité. L'événement d'aujourd'hui le démontre. Nous venons de pays différents, avec des cultures culinaires différentes. Et cela ne nous empêche pas de partager les idées. Au contraire, cette multiplicité de perspectives est notre richesse commune. Mais quand nous revenons dans notre restaurant, nous sommes locaux par nature. Parce qu'un restaurant a toujours des racines, dans le quartier, dans la ville, aussi bien que dans la région rurale dans laquelle il s'implante. L'avenir de la cuisine dépendra de notre capacité à être à la fois global, c'est-à-dire conscient de la scène culinaire mondiale, et local, porteur de l'identité et du patrimoine culinaire artisanal. Troisième enjeu, gros ou petit? Comparé aux grands groupes agroalimentaires mondiaux, nous les cuisiniers, nous sommes minuscules. 1000 fois, 10 000 fois plus petits, nous sommes insignifiants. Quand j'achète 10 bottes d'asperges à Rungis, par exemple, l'industrie agroalimentaire en achète 10 tonnes. Et pourtant, même s'il est modeste, je sais que j'ai un impact positif. En sélectionnant les fournisseurs, en se tournant vers ceux, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, qui ont une pratique respectueuse de la nature, en nouant avec eux des liens durables et équitables,
notre capacité à préserver une agriculture raisonnée et raisonnable est significative. Nous devons la porter ensemble haut et fort. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'économie prend toujours le dessus. Nous, les cuisiniers, n'y arriverons pas seuls. Donc je lance ici un appel. Il faut que la grande industrie agroalimentaire vienne à l'aide des petits producteurs, car si nous sommes petits, eux, ils sont encore plus petits. Il faut créer un fonds mondial qui soutienne la petite exploitation. Le besoin est crucial, aussi bien dans les pays développés que dans les pays dits émergents. Il faut créer un code de bonne conduite qui assure la survie de ces exploitations. Le futur de la cuisine en dépend. Et si l'on y réfléchit bien, par-delà les intérêts financiers, de court terme, ce sont là non seulement des enjeux économiques et sociaux, mais aussi des enjeux environnementaux et culturels. Quatrième et dernier enjeu, la technologie ou l'humain. Il faut utiliser la technologie et nous le faisons dans nos restaurants. Mais il faut prendre garde à la dérive générale qui conduit dangereusement à ce que l'humain soit de plus en plus asservi. La technologie doit être replacée au service de l'humain et non l'inverse. Nous avons collectivement une responsabilité vis-à-vis des jeunes que nous accueillons, que nous formons dans nos établissements partout dans le monde. Nous parlons du futur de la cuisine, mais c'est d'eux qu'il s'agit. Nos jeunes commis, nos jeunes stagiaires, ce sont eux qui seront les cuisiniers de demain. Apprenons-leur le métier, apprenons-leur nos valeurs, donnons-leur envie tous les jours, ouvrons-leur le chemin difficile et passionnant de la recherche permanente de l'excellence, maintenons la longue chaîne des savoir-faire dont nous ne sommes qu'un maillon. Plus encore, je veux défendre ici l'idée d'une cuisine humaniste, c'est-à-dire une cuisine consciente de sa responsabilité. Notre responsabilité va bien au-delà de notre restaurant, elle a un impact sur nos clients, elle a un impact sur nos collaborateurs, présents et futurs, elle a un impact sur la planète. Agissons collectivement pour donner un avenir humaniste à la cuisine mondiale. Merci. Merci. Alors Alain, c'est très impressionnant. Je vous demandais de rester un tout petit peu avec nous, être au milieu, parce que avec presque vous avez dit, ça va être difficile de conclure. Finalement, vous avez conclu pour tout le monde. Hein. Vous avez dit tous les messages qu'il fallait faire passer. Mais alors avant, je voudrais simplement appeler Christophe Guérin, qui est donc le responsable de la restauration du groupe GL, qui nous héberge aujourd'hui. Où est-ce qu'il est, Christophe? Voilà, allez, Christophe, viens. Il y a plein d'invités, lui. Alors Christophe, il fait venir Alain Berger. Alain Berger, qui est donc le commissaire général pavillon de la France à l'exposition universelle de Milan. Je vais aussi appeler Stéphane Layani, je crois qu'il est partie prenante dans cette histoire, et Michel Roth, qui est caché là-bas derrière aussi. Et après, on fera une photo avec tous les chefs, évidemment. Et Monsieur Poissonnier, qui est le président fondateur de Babylone. Et président fondateur de Babylone, évidemment. Je vous expliquerai après ce que c'est. Alors, messieurs, Monsieur Berger, vous allez peut-être dire quelque chose. Oui. Alors, en fait, vous savez qu'on parlait de futur, de générosité, de construction dans le durable, et je crois que justement à ce sujet, vous aviez quelque chose à ajouter. Absolument. Alors, d'abord, merci de m'accueillir ce soir. Je m'occupe de la présence française pour la prochaine exposition universelle qui aura lieu à Milan, du 1er mai 2015 au 31 octobre 2015, sur un thème qui nous concerne tous, nourrir la planète. Il s'agit au travers des pavillons qui seront construits par 144 pays participants. On attend 25 millions de visiteurs pendant les 6 mois, d'apporter justement les réponses face à ce défi alimentaire mondial d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Donc chaque pays viendra avec ses savoir-faire, avec sa culture, avec son histoire, avec ses traditions, et doit apporter ses réponses. Alors pour cela, on a un pavillon qui est un pavillon en bois français, démontable, remontable, qui est en cours de construction. Tout doit être bien évidemment fini pour le 1er mai. Et ce pavillon, il a plusieurs objectifs, il a plusieurs buts. Le premier,
c'est au rez-de-chaussée une scénographie qui apporte les réponses de la France. Donc on va parler bien sûr de production agricole, et j'ai bien entendu les messages d'Alain Ducasse, donc production agricole présente et future. On va parler d'innovation technologique, de progrès, on va parler beaucoup de durabilité, on va parler d'agroécologie, de lutte contre le gaspillage, on va parler de coopération internationale, et puis on va surtout énormément parler de qualité. Le défi alimentaire mondial futur, il n'est pas que quantitatif, il est aussi énormément qualitatif. Donc ce pavillon, il a d'abord première destination, donc la scénographie, et puis là aussi, il est là pour mettre en scène les produits, mettre en scène la diversité, mon cher Alain Ducasse, avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé sur cette grande cause de la cause alimentaire, donc au travers de la diversité des produits et des savoir-faire. Donc la mise en scène, ce sera de la dégustation de produits. La diversité, ce seront les partenaires, donc des partenaires régionaux, notamment la région Rhône-Alpes est un partenaire très très important qui va occuper le pavillon pendant 2 mois. Et voilà, là vous avez une présentation de la scénographie, donc on aura aussi beaucoup de films. Les messages vont passer par film, par des objets, par des paysages. On va beaucoup parler de la diversité des paysages et des modèles de production, très liés au territoire français et à la diversité des territoires. Et puis, on va avoir des événements, on va parler de science, on va parler de culture, on va parler d'art culinaire, on va parler de tradition. Et enfin, en haut de ce pavillon, on va bientôt le voir, eh bien, il y aura un restaurant qui va être ce lieu principal de mise en scène, donc un restaurant de 300 couverts. Et c'est une information que je donne tout à fait officiellement ce soir. Eh bien, la gestion de ce restaurant, donc la gestion de cette mise en scène, est confiée à JL Events. Donc, c'est JL qui va être notre partenaire pour organiser cette mise en scène de cette diversité culinaire et diversité des savoir-faire. Donc, c'est un grand événement pour la France, c'est un grand événement pour le monde, cette exposition universelle. C'est un grand événement pour défendre la diversité de nos modèles alimentaires, lutter effectivement contre l'homogénéisation dans le respect de toutes les cultures et les savoir-faire du monde entier, car c'est vrai qu'en France, on a une véritable histoire, mais nous savons aussi que beaucoup de pays ont une grande histoire culinaire, une grande histoire gastronomique, ont aussi des produits à faire découvrir, et il faut que cette exposition universelle soit effectivement universelle. Bravo, Monsieur Berger. Alors, j'ai fait venir Monsieur Layani parce que je crois que Rungis est partie prenante dans l'affaire. Le chef du CAS est totalement en résonance totale avec son message. Michel, pourquoi tu es là, d'ailleurs Pourquoi je suis là? Parce que je représente les Winners Bocuse d'Or, donc l'association des podiums de ce concours qui est actuellement en cours. Et donc, nous avons accepté, bien sûr, de participer. Nous sommes très heureux, d'ailleurs, de participer à ce projet, et nous serons sur place. Donc, et pourquoi? Parce que nous représentons tous les pays du monde avec des cuisiniers, des chefs passionnés qui aiment les produits, les bons produits et les vrais produits. Voilà, c'est pour ça qu'on sera là avec plaisir. Formidable. Alors, on va terminer cette journée dans un feu d'artifice de cocktail, mais juste avant, je voudrais rappeler Regina Celli. Où est Regina? Elle parle, mais qu'est-ce qu'elle parle? Elle fait bien la cuisine, mais elle parle beaucoup. Elle est Regina. Pourquoi? Parce que on n'a pas donné les adresses pour ces dons. Donc j'ai demandé à monsieur de Babylone de nous expliquer comment on va pouvoir verser de l'argent de façon légale en France pour être proposé à Regina. Allez, viens devant là, voilà. Alors, bonjour. Pour Favela Organica, effectivement, Babylone est très heureux de pouvoir vous rendre service, grâce à vous tous, puisque ce soir, l'appel aux dons qui est fait pour Favela Organica, vous allez nous en toucher 2 mots, je crois. Eh bien, on va le passer on va le recevoir, nous, chez Babylone, pour vous l'adresser au Brésil, pour que vous puissiez financer vos activités. Babylone, juste en 2 mots, c'est aujourd'hui le plus gros site européen de financement participatif de microcrédit, qui permet de financer en direct tout un tas de micro-entrepreneurs en France et dans les pays en développement. C'est un outil d'impact numérique qui est en plein développement. On a la chance d'avoir été repérés par les Bocuse d'Or Winners qui nous ont proposé un très très joli partenariat, notamment dans le cadre du livre Les Bocuse d'Or Winners. Et puis aussi grâce à GL Event qui a eu la merveilleuse idée de proposer à ce que dans le cadre de la prestation de restauration du pavillon France, avec le ministère, et bien
toute une partie du chiffre d'affaires généré soit prêtée à des micro-entrepreneurs dans tous les pays où on intervient. On intervient dans près de 20 pays dans le monde. Et dans le microcrédit, il y a à peu près 20 à 30% de ces petits entrepreneurs qui vont être financés grâce à cette opération, qui sont dans les métiers de la gastronomie, de l'alimentaire. Donc on est tout à fait cohérent avec cette démarche et merci à vous, mais surtout bravo pour ce que vous faites et je vous passe la parole. Comment? Non. Só você chamar merci. Ok, est-ce qu'on peut allumer ces deux micros comme ça? Regina peut répondre et son interprète peut nous dire précisément ce qu'elle nous répond. C'est bon pour les micros? C'est ouvert. Regina, por favor. Que dice? Agradecer. She didn't understand? No. Okay. The idea is that for those of you in the audience who yes, who want to send a subscription. Just explain what the Yeah. project is. Só explicar o projeto. A Vela Orgânica é projeto que trabalha com o ciclo is a do project alimento. that works with the food cycle. Seja fazendo compostagem, We compost. vira o adubo, hortas em pequenos espaços. We teach people how to plant in small spaces in the favela or anywhere else. Dando aula de gastronomia alternativa. Delivering workshops of alternative gastronomy. Que a ideia é devolver para a terra o que simplesmente elas não dão. Because the main idea is to give back to Earth what Earth gives us. Porque cozinhar Because cooking é uma prova de amor. is a proof of love. I love proof. E a gente tem que cuidar do nosso alimento hoje. And we must take care of our food now. Porque senão amanhã a gente não tem Because otherwise, comida. tomorrow we won't have it. E a nossa responsabilidade And our responsibility é agora. is now. Se a gente não cuidar, If we don't take care, vamos morrer de falta de comida. E é um crime com we um won't have mundo food. com a And variedade, it's a a crime quantidade because de we have a lot alimentos of sendo variety of food desperdiçado no mundo. nowadays. Consciência, educação. Não é porque eu moro na favela It's que a not favela because she precisa lives in a comer favela mais. that the Não. favela needs to eat more. But she A wants alimentação, o aproveitamento educate total é um everyone. direito de todos, It's a independente right se é of de everyone. rico ou pobre. O meio ambiente precisa It doesn't matter de nós. if they're Ele tá rich or gritando. poor. Their environment needs all of us. Thank you very much, Merci. Regina. Thank you. Merci. Regina Celli, a chef that we had the occasion of seeing this morning. Ouais, merci beaucoup. C'est la fin? Oui. Donc, on va demander à tout le monde, sauf au chef du CAS qui restera avec nous, de bien vouloir regagner vos sièges. Et c'est pas fini pour vous, hein, parce qu'on a bu que de l'eau, mais là, on va un peu faire passer aux choses sérieuses. Donc, on va appeler des gens qui vont nous faire des recettes étonnantes. C'est pour ça que j'ai demandé à Alain Ducasse de rester. C'est qu'on va peut-être appeler nos camarades, et je te laisse faire. Et on fera une photo avec tous les chefs aussi. Ah, ça c'est la partie cocktail. Oui, exactement. Très bien. Ça, c'est la partie que j'attendais. Alors expliquez-nous, comment ils s'appellent, les mixologistes? C'est des mixologistes. Qu'est-ce que oui. les mixologistes C'est que- vont faire voilà. pour nous? Il y a des chefs cuisiniers et il y a des mixologistes qui sont des gens qui font donc des cocktails de façon savante. Et donc j'ai demandé à Mathias qui est là, qui est le exécutif C'est ce mixologiste monsieur chef ici. du Bouddha Bar, Enchanté. de nous préparer 3 cocktails à partir de 3 recettes qui normalement ne sont pas des recettes de cocktails. C'est pour ça que j'ai demandé à Alain Ducasse de rester. C'est que la première recette, c'est une recette d'Alain Ducasse, hein, le cookpot aux légumes d'automne, que Mathias nous a essayé de transformer en cocktail. La deuxième recette, c'est en cru, exactement, en cru. Ensuite, la deuxième recette, c'est la soupe VGE de Paul Bocuse, hein, puisque nous sommes ici dans sa mémoire. Donc, une soupe, vous imaginez une soupe aux truffes, je ne sais qu'est-ce que, bouillon, au gras, au foie gras, truffe foie gras avec légumes et puis dont on casse la croûte. Et dernière chose, c'est la purée de Joël Robuchon, qui est évidemment un truc facile. Donc, depuis ce matin, les mixologistes travaillent. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse Mathias faire. Et donc, attendons quelques minutes. Juste après, vous pourrez tous goûter ce que nous avons tous ensemble. Et j'invite aussi tous les chefs qui sont présents dans la salle de venir nous rejoindre pendant que les cocktails ont lieu sur scène. Vous pouvez vous rapprocher pour voir ce qu'ils font. Bonsoir à tous et bienvenue donc, pour cette clôture du World Summit Cuisine 2015. C'est un honneur pour moi d'être là parmi vous. Tout au long de cette journée, ça a été un moment d'échange, de partage, découverte dans votre monde de la food
de la food gastronomie mondiale. Moi, ce soir, on a choisi de vous faire partager un peu de notre monde à nous, le monde du bar et le monde du cocktail en particulier. Ce soir, on va vous faire partager une expérience particulière, une expérience qui s'appelle le cocktail painting. Qu'est-ce que c'est que le cocktail painting? Le cocktail painting, c'est le monde du cocktail. C'est 3 ingrédients. C'est le cocktail, un peu du monde de l'art et un soupçon du monde de la cuisine et de vos techniques de la cuisine mondiale. Ce cocktail painting, c'est une expérience unique. C'est une expérience unique de 3 cocktails éphémères. J'ai eu la chance de pouvoir faire des cocktails painting un peu partout dans le monde avec mes équipes de bar. À chaque fois, c'est une création unique qu'on propose une soirée en édition limitée et qu'on fait goûter sur un thème choisi. On a eu la découverte des saveurs de la Chine, on a eu le monde du thé, le monde du chocolat. Donc le cocktail painting, c'est ces 3 dégustations qui travaillent autour du produit. Aujourd'hui, pour vous, cocktail painting, quelque chose de bien particulier, un cocktail painting sur mesure, ça va être un cocktail painting des chefs, comme a dit Frédéric. Donc ce cocktail painting des chefs, il a été inspiré par 3 grandes recettes emblématiques. Donc, on s'est inspiré, j'ai bien dit. Je n'ai pas essayé de retranscrire le goût du plat dans le cocktail. C'est toute une inspiration. C'est pour ça que mon équipe, et je vais vous expliquer, chacun est en train de réaliser le cocktail. Je vais vous expliquer comment est venue l'inspiration de chaque cocktail. Et vous allez voir le cheminement en fait, du cocktail painting. Je vais vous rapprocher si vous voulez, parce que c'est un peu loin sinon. Pour venir voir ce qu'ils font. Venez, venez, il n'y a pas peur. Elle est morte pas, les cocktails. J'en profite d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui avaient des casques de traduction, de vous rappeler de bien les laisser ici avant de quitter la salle. Merci d'avance. Et on y va. Alors, à l'image d'un peintre, on commence avec un tableau vide. Et en fait, le but de l'expérience, c'est que vous allez voir toutes les étapes de la construction de ce cocktail painting. On va commencer avec Vincent Delamarre, qui est un responsable des bars du Bouddha Bar Paris. Vincent est en train de réaliser un cocktail inspiration de la soupe de truffe VGE, donc recette créée en 1975 par M. Paul Bocuse et pour une occasion bien particulière qui était la remise de la Légion d'honneur pour lui-même, pour cette personne qui a créé cette recette. Cette recette, qu'est-ce qu'elle m'a inspiré, cette recette? Elle m'a inspiré 2 choses. La première, c'est la technique particulière de présentation et le fait de garder tous les arômes à l'intérieur, recouverts, et de les dévoiler au dernier moment. Et la deuxième inspiration, elle est venue de certains produits de cette recette qui m'ont rappelé la région de mon enfance, qui est le sud-ouest de la France, avec le foie gras et la truffe. Donc ce cocktail va être à 95%, il est réalisé à base de produits du sud-ouest de la France. Vincent est en train, et va vous faire devant vous, un flambage en fait de raisin, de pruneaux d'Agen caramélisés avec de l'armagnac et une goutte d'huile de truffe. Il utilise une technique très ancienne qui s'appelle la technique du blazer dans le bar, qui a été créée en 1862 par Jerry Thomas, qui est une technique qui a joué avec le feu comme ça. Ensuite, il y intégrera dans ce cocktail du jurançon vendange tardive et une petite touche de noix Prat. Petite dédicace à la recette elle-même. Et le tout sera refroidi lentement avec des sphères de glace pour pas qu'il y ait trop d'eau à l'intérieur et fumé à la fin à la truffe séchée. Le deuxième cocktail que Thomas, un de nos barman du Bouddha Bar Paris, est en train de réaliser, c'est un cocktail inspiré d'une recette qui s'appelle la purée de pommes de terre, et la purée de pommes de terre de M. Joël Robuchon. M. Joël Robuchon s'est inspiré à cette recette. Il a travaillé avec une pomme de terre qu'on n'utilise pas normalement dans la purée, d'après ce que j'ai, qui est la pomme de terre rate. Et souvent, quand il parle de cette recette, il parle des saveurs d'enfance, il parle des saveurs de nos grands-mères. Normalement, vous devez avoir des cocktails qui vont passer pour en dégustation de chaque cocktail au fur et à mesure des verres de dégustation qui vont arriver. Donc il parle beaucoup des saveurs d'enfance et il parle de toutes ces saveurs. Donc cette recette, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait?
On va vous présenter un cocktail sans alcool. On va rester sur l'enfance, on va vous présenter un cocktail sans alcool. On reste sur les saveurs d'enfance. Thomas est en train d'infuser de la vanille avec du lait d'amande, du lait de noisette et une touche de sirop de nougat. Ce cocktail va jouer sur plusieurs expériences. Il va jouer sur 2 expériences, qui est la différence de température et la différence de texture. Car ce cocktail sera servi chaud et sera terminé avec une mousse de pommes de terre râpées. Pour terminer, un cocktail inspiré d'une recette qui s'appelle la cocotte de légumes et fruits d'automne. Il est parti. Créé par Monsieur Alain Ducasse, qui est présent avec nous. Cette recette est magique. Pour moi, elle est magique. Elle est pleine de couleurs. Elle est naturelle, elle est pleine de nature. Toutes ces saveurs d'automne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté dans cette expérience complètement. Pour le cocktail, on s'est inspiré du matignon de cette recette et de 3 ingrédients qui sont dans ce matignon, qui sont la pomme rouge, la poire martin sec et le fenouil bulbe. Quentin a extrait le jus à la minute avec un extracteur à pression à froid pour garder toutes les saveurs et toutes les propriétés de ces fruits et légumes. Ensuite, Quentin va y intégrer un mix de sirop de canne avec de la purée de potiron pour rester sur ces saveurs d'automne. Et le tout sera relevé avec une eau de vie de baie de genièvre, pour le moment. Quentin est en train de finir. Si on peut ramener les cocktails au fur et à mesure. Ce que je vais faire maintenant, moi, c'est que tant qu'ils finissent leur cocktail, je vais commencer la construction du cocktail painting avec le tableau. Et chaque cocktail va avoir son propre monde autour de lui. On va commencer avec la purée de pommes de terre qui sera servie avec des billes de pommes de terre râpées qui vont être caramélisées à la minute. Cette purée, ce cocktail inspiration de la purée de pommes de terre râpées sera servi dans une petite casserole en cuivre et sera terminé avec de la noix de muscade. Ensuite, le deuxième cocktail, inspiré de la soupe de truffe VGE. Lui, il a un monde bien particulier. Il a un monde qui va nous rappeler les vignes du sud-ouest. Donc je vais disposer des feuilles de sucre qui ont été réalisées par nous-mêmes. Avec des branches de chocolat. Et le tout avec quelques petits raisins pour rester dans l'esprit, pour nous rappeler nos vignes dans le sud-ouest. Le dernier cocktail, inspiré de la coque-pote de légumes et fruits d'automne, lui va être servi avec ce que j'ai appelé un chemin d'automne. Donc en fait, j'ai repris les légumes qui se trouvent dans cette recette, certains légumes qui sont la betterave chioggia jaune et rouge et le radis noir. Ce chemin d'automne, avant d'être disposé, va être flambé à l'eau de vie de baie de genièvre qui a été infusée à l'huile essentielle de mandarine. Ensuite, on va dispositionner les cocktails. Premier cocktail inspiré de la purée de pommes de terre de M. Joël Robuchon. Deuxième cocktail inspiré de la soupe de truffe VGE. Vous remarquerez une petite particularité. Sur le dessus, ce petit ruban rouge, c'est la réplique officielle
du ruban de la Légion d'honneur. Et pour terminer, notre cocktail inspiré de la coque-pote de fruits et légumes d'automne. Qui est celui qui est un peu plus long à faire car qui est servi dans un verre traditionnel à cocktail martini que Quentin a retravaillé et redesigné avec un fil. Alors, ce cocktail painting est pratiquement terminé. Pour finaliser ce cocktail painting, pour rendre honneur à ces trois grands chefs, Quentin est en train d'apposer un seau de cire rouge avec les initiales de chacun de ces grands chefs. Premier, M. Alain Ducasse. C'est un honneur pour moi de le faire devant vous. Le deuxième, donc Quentin va apposer chaque seau de cire en l'honneur de ces trois chefs. Les tableaux. Les tableaux. Et pour vous montrer ce que c'est le cocktail painting, voilà le tableau et l'esprit duquel on s'est inspiré. Vous avez le final et vous avez le tableau. C'est un petit souvenir pour vous. La mixologie est un art total maintenant. Très impressionnant. Alain, vous voulez rajouter quelque chose? On n'a plus de micro. Ouais. Vous pouvez le dire là. Oui, d'accord. Marche. Oui. Le cocktail, c'est entre un art savant et c'est comme la cuisine, le juste mélange, la juste température, le juste assaisonnement, la juste harmonie entre le contenant et le contenu, un public. Et je trouve que c'est un complément fabuleux, une introduction fabuleuse à notre industrie, c'est-à-dire à notre métier. Voilà, je suis passionné des cocktails, je dois l'avouer. Merci, bravo en tout cas. L'intérêt. Bravo. Merci à tous pour votre présence. Maintenant, vous pouvez les déguster. Il y a du champagne quelque part de la maison Pommery. Et le summit est définitivement terminé. Et bienvenue à tous. Si vous avez encore quelques temps de vous promener dans le Syrah, nous vous recommandons vivement de venir demain dans ce beau salon où il y a des surprises à chaque coin de stand. Merci à vous, bonne soirée.